tous et bienvenue au Booster, le centre d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse qui accueille le deuxième épisode du podcast Le Booster Studio. Vous êtes fan de la série Le Baron Noir, vous vous invitez dans le salon de milliers de Suisses tous les soirs, vous conjuguez création de contenu avec offre de distribution. Brice Domain, bonjour. Bonjour. Votre mission, si vous l'acceptez, est de nous en dire plus sur votre parcours qui vous a amené à être directeur général de Canal+ Suisse, de partager vos expériences, vos objectifs et même carrément votre vision, et enfin de répondre au tac à des questions surprises en fin d'interview. Alors, mission acceptée ? Ça fait beaucoup, mais je l'accepte avec grand plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer le N rouge et la loi sur le cinéma en votation le 5 mai, Brice Domain, qui vouliez-vous devenir quand vous étiez enfant ? Eh bien, cette question est assez intéressante parce que je pense que, comme beaucoup, j'ai voulu être président de la République. Mais en fait, plus jeune, je voulais être militaire. Bon, je ne l'ai pas été. L'armée m'a toujours intéressé pour ses grandes valeurs humaines et de management. Mais au final, les 25 ans que j'ai passé à travailler, je me retrouve quand même pas mal dans ces sujets. Donc, j'ai pas de regrets. Pas de regrets, allons-y. Si je vous dis télécommunications et club internet, expert en relations clients, accompagnement des collaborateurs, Canal+ Suisse, vous me répondez quoi ? Ben, ça fait 25 ans que je travaille et quand je regarde mon parcours, j'en suis assez content. Et je suis toujours très intéressé par ce que va être la suite. Parce que voilà, j'ai passé 25 ans dans des domaines assez variés. Club Internet, les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'était le début de la DSL, c'était le lancement de la voix sur IP, de la télé sur Internet. Les premières box télé, c'était il y a déjà un paquet d'années. Maintenant, c'est un standard, mais voilà, une vie déjà bien remplie, j'en suis particulièrement ravi. En 2017, vous êtes l'invité d'une conférence e-com qui a pour thème « Parcours client, outils indispensables ou effet de mode ?» Au-delà de la formule choc, en 2022, vous en pensez quoi ? Mais la relation client est toujours un sujet qui est clé, qui est extrêmement important et qui, pour moi, repose sur des principes qui doivent être extrêmement simples. C'est la bienveillance, de la sincérité, de la considération à l'égard de votre client. C'est les seuls moyens au final de répondre correctement à un client qui vous contacte. Parce qu'un client qui vous contacte, il vous contacte très rarement pour vous dire c'est génial ce que vous faites. Donc il faut savoir en fait revenir à des fondamentaux. Et je prends toujours l'exemple de ce qui se passe sur les marchés. Quand vous allez chez votre poissonnier, quand vous allez chez votre boucher, vous avez en face de vous le b.a.-ba et le bon sens de la relation client. On voit tout de suite un commerçant qui maîtrise, peut-être sans le savoir, et qui maîtrise tous les codes de la relation client, parce qu'il vous dit bonjour, il est souriant, il se préoccupe de votre demande, et on retrouve quelque part tous ces fondamentaux. J'aime bien le bon sens agricole, et c'est ce qu'on doit retrouver sur l'ensemble de nos métiers de relation client, surtout quand ils prennent des tailles qui sont extrêmement importantes. Il faut toujours revenir aux fondamentaux. La considération, la bienveillance, l'écoute sont vraiment pour moi des fondamentaux qu'il ne faut jamais perdre de vue, quelle que soit la taille au final de votre business. La qualité, y compris avec le volume. Ah, complètement. Et c'est voilà. On peut très vite se perdre en fait dans des logiques en fait de j'ai du volume à gérer et j'en oublie au final ma capacité à être présent sur l'ensemble de ces fondamentaux de manière globale. On vient de l'évoquer, vous avez créé un parcours de formation dans l'exercice de la mobilité et de l'employabilité de 250 collaborateurs avec le concours du service RH. Mobilité, employabilité, des concepts qui résonnent particulièrement à l'heure actuelle. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors moi, je suis très, très content d'avoir toujours été animé par l'accompagnement de ces équipes. Pour moi, il y a une responsabilité du manager, il y a une responsabilité de l'employeur à être présent aux côtés de ses collaborateurs. Parce qu'on est amené à travailler 40-45 ans. Le passage dans une entreprise, c'est quelques années. Mais ce qui est important, évidemment pour le collaborateur, mais c'est ce qui doit aussi animer le manager, c'est en quoi le parcours, en quoi ce que fait la personne dans mon service, dans mon entreprise, en quoi ça va lui servir, en quoi ça va être cohérent dans son parcours, au final, dans son employabilité. L'employabilité, c'est vraiment la capacité à capitaliser sur ce que j'ai fait. J'ai différentes expériences, tout ça mis bout à bout, c'est cohérent. Et du coup, ça développe en fait ma capacité à faire autre chose, à faire mieux demain, etc., etc. Et c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier dans les entreprises, parce que évidemment, on est orienté vers le résultat. C'est important de sortir le résultat pour lequel on a attendu. C'est important d'animer ses équipes par rapport à ça.
Mais il faut le faire toujours dans une préoccupation de est-ce que le passage du collaborateur dans mon service, dans mon entreprise, est-ce qu'au final ça leur a servi à quelque chose? Et aujourd'hui, avec quelques années d'expérience, je suis très content de voir tous les collaborateurs qui sont passés dans mes équipes progresser, se diversifier, faire autre chose. On se dit qu'on a contribué au final à quelque chose dans leur parcours et ça fait toujours plaisir. Et puis là, la plus grande récompense pour un manager, c'est quand on vient recruter dans ses équipes. Quand on vient recruter dans les équipes de quelqu'un, ça veut aussi dire que le travail que vous avez fait, le travail de développement, il est reconnu et c'est la meilleure reconnaissance in fine qu'un manager doit rechercher. Votre devise est-elle toujours « Tout objectif flou donne une connerie précise ». J'espère que oui, car je l'ai adoptée. Mais oui, parce qu'elle parle à tout le monde. C'est, une fois qu'on l'a dit, ça semble effectivement une évidence. Mais j'en ai une autre que j'adore, elle est de Jean Le Cam. Jean Le Cam, quand il finit le Vendée Globe, il donne une conférence de presse à 3h ou 4h du matin. C'est spectaculaire. Et il dit « Bien dire fait rire, bien faire fait taire ». Et en fait, il faut la passer plusieurs fois en tête. Et je trouve qu'elle est formidable parce que très axée sur le long terme. C'est bien de bien parler, d'expliquer correctement ce qu'on fait. Mais à un moment, le faire correctement, ça suscite une certaine forme de respect. Et puis j'en ai une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est les 5 C. C'est con, c'est comme ça. Et en fait, avec ces trois maximes, en fait, vous avez à peu près beaucoup de bon sens pour gérer une entreprise. Merci beaucoup pour la dernière, elle est très facile à retenir. Parlons chiffres. 200 millions, c'est le nombre d'utilisateurs de Netflix dans le monde, sachant que les confinements lui ont permis de recruter plus de 28 millions de nouveaux abonnés payants en seulement 9 mois. Mais aujourd'hui, Netflix voit sa croissance ralentie. Quel a été l'effet Covid pour Canal+ et en Suisse? En fait, à qui profite le crime? On a eu un effet Covid comme tout le monde. On a la chance d'être un acteur généraliste. C'est qu'on propose des contenus autant sportifs que cinéma, que séries, que découvertes, que jeunesse. Pendant le Covid, il n'y a plus de compétition sportive. Donc nos clients qui étaient abonnés chez nous pour le sport s'en sont retrouvés un peu perturbés. Notre avantage, c'est de proposer aussi d'autres choses, du cinéma, des séries. Donc, le client qui n'a plus de sport a pu, quelque part, se rabattre sur d'autres contenus. Donc ça a été notre force. Ça n'a pas été le cas pour tous les acteurs qui sont potentiellement monothématiques. Ceux qui font que du sport ont vraiment été très fortement impactés. Inversement, voilà, un Netflix qui est plus cinéma, plus série cinéma, va se retrouver effectivement dans de bonnes positions. Au final, le Covid a eu un effet positif sur nos recrutements, il faut l'accepter. Justement, on vient d'en parler et on va en parler dans le détail. Votre objectif pour Canal+ Suisse était de 100 000 abonnements d'ici à 2020. 2 ans plus tard, l'avez-vous atteint ou dépassé? Alors, on l'a largement atteint et on l'a très très fortement dépassé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle et il faut remercier en fait l'ensemble de nos partenaires, principalement les opérateurs télécoms, parce que c'est un travail de fond qu'on a opéré avec eux. C'est que c'est toujours très compliqué quand vous êtes un opérateur telco de gagner de l'argent sur des offres de contenu. Beaucoup s'y sont essayés, beaucoup ont perdu in fine de l'argent à vouloir développer des offres de contenu. Côté Canal+, on ne sait faire que du contenu et que des offres de contenu. On le fait dans plus de 40 pays dans le monde, on le fait pour 24 millions de clients. Et notre métier, c'est de proposer des offres de contenu, sport, cinéma, série, et on gagne de l'argent sur ces métiers-là. Mais notre métier, c'est de proposer des offres de contenu et d'en vivre. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a pu construire avec tous nos partenaires télécoms, c'est justement quelque chose qui vise à trouver un bon équilibre entre notre capacité à proposer des offres qui, à la fin, vont permettre à tout le monde d'être content. Le client d'avoir une meilleure offre et l'opérateur, potentiellement, pas forcément de perdre de l'argent, mais d'en gagner avec nous. Quand on fait une recherche sur le web, avec comme mot-clé temps, télévision, France, Suisse, on arrive sur le résultat du match de l'Euro 2020. Vous étiez pour qui, Brice Demin? Et plus sérieusement, votre client idéal en Suisse, c'est qui? Au début, j'étais pour la France et à la fin, j'étais pour la Suisse sur le match. Non, au final, c'est assez agréable
d'être résident en Suisse et d'avoir un match France-Suisse parce qu'au final vous êtes content quel que soit le résultat. Après, le client idéal, c'est celui qui au mieux est indifférent et au pire assez critique en fait sur Canal, parce que Canal c'est un peu la télé de papa, qui un peu par un moment d'égarement ou sur un malentendu s'abonne à une de vos offres et revient vous voir en disant mais c'est vachement bien ce que tu fais, pourquoi tu m'as pas dit qu'il fallait que je m'abonne avant? Et ça j'en connais pas mal. Voilà, donc c'est une certaine forme de client idéal, parce que c'est à la fin votre meilleur prescripteur. Satisfait, convaincu, et qui devient donc votre ambassadeur. En fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Canal+ France, Canal+ Suisse, un seul groupe, mais des habitudes de consommation TV différentes. C'est 3h45 de TV par jour en moyenne pour un Français et 1h50 pour un Suisse. Comment répondre par une offre adaptée? On a des offres en Suisse qui sont beaucoup plus simples qu'en France. En France, effectivement, on regarde la télé beaucoup plus qu'en Suisse. Aux États-Unis, c'est encore plus. Nos offres en France vont répondre effectivement à une demande importante de consommation et du coup, on va être capable en fait de proposer un peu de cinéma, beaucoup de cinéma, énormément de cinéma. On a vraiment des offres qui sont sur mesure pour un public qui a besoin et qui demande ça. Ici, on est sur un public qui regarde moins la télé, donc il faut être plus direct en termes de structure d'offres et plus simple en termes de commercialisation. Si je compare ce qu'on fait en France et ce qu'on fait en Suisse on a très peu de promotions. On a des offres qui sont simples, qui sont compréhensibles. Et au final, cette simplicité, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de marchés et c'est ce qu'attend aussi le public suisse. Comment imaginez-vous la télé de demain? Sommes-nous prêts pour la vivre façon métaverse en univers immersif? Alors, ça, c'est la grande question. Je sais pas forcément y répondre, mais ce qu'on constate aujourd'hui sur la consommation de contenu, c'est qu'il y a encore une dizaine d'années, ce qui était important, c'est d'avoir tel match de foot. On était content de regarder son match de foot ou de regarder son Grand Prix de Formule 1. Maintenant, ce qu'on va attendre d'un acteur qui diffuse le même match de foot, c'est toute l'expérience qu'il y a autour. Donc un match de foot, on commence à avoir de plus en plus d'expérience où on va avoir une caméra qui ne suit qu'un seul joueur. La MotoGP, c'est un sport qui s'est transformé en profondeur sur la capacité en fait, de restituer ce qu'est un Grand Prix. Vous avez plusieurs dizaines de caméras embarquées et si vous voulez regarder votre Grand Prix depuis telle ou telle caméra sur une moto, il doit y avoir 4 ou 5 caméras sur une moto, vous pouvez regarder l'intégralité de votre Grand Prix depuis cette caméra. Et de plus en plus, le contenu est important, mais la manière dont on exploite et dont on met en avant le contenu devient en fait un élément clé pour le consommateur sur sa manière de consommer son contenu. Autre exemple sur le golf, sur les Masters d'Augusta aux États-Unis, vous avez la capacité de diffuser une caméra qui ne filme que le practice. Et ça, pour le fan de golf, c'est quelque chose qui est sans prix. C'est formidable pour lui d'avoir une caméra qui ne filme que le practice. Voir Tiger Woods ou Phil Mickelson ou d'autres s'entraîner au practice, c'est juste jouissif pour un golfeur. En parlant de projection, peut-on imaginer Canal+ Suisse produire ses propres séries? On nous interroge souvent sur notre capacité à produire du contenu en Suisse. Parce qu'une marque comme Canal+ est assez légitime pour amener quelque chose. On ne l'a pas encore fait, mais ça fait partie des opportunités sur lesquelles on est extrêmement attentif, parce que chaque fois qu'on a eu l'occasion de porter une attention sur un acteur suisse présent dans une de nos séries, à chaque fois on a eu un retour extrêmement positif du pays. Et du coup, voilà, on se dit qu'avec une marque comme Canal, en Suisse, il y a sans aucun doute des choses à faire. Et voilà, ça fait partie des sujets qui ne sont pas en priorité numéro 1, mais qui un jour verront le jour. Serez-vous impacté par la révision de la loi sur le cinéma en votation le 5 mai prochain? On va attendre le 5 mai, on va voir ce qui se dit. Dans toute situation réside une opportunité. Du coup, est-ce que cette loi, c'est pas l'occasion de se dire allons voir effectivement ce qu'il faut produire en Suisse? C'est aussi sans doute un volet de cette loi. Donc ça sera peut-être l'opportunité effectivement d'être présent et surtout de le voir non pas comme une contrainte, mais une opportunité. Aujourd'hui, c'est pas une contrainte de financer le cinéma. Même si c'est dans des obligations légales dans le groupe Canal, c'est pas une contrainte. On le fait
on le fait avec plaisir. On a renouvelé les accords avec le cinéma il y a peu. Et aujourd'hui, c'est notre raison de vivre. Donc demain, être acteur dans les contenus, c'est pas une contrainte. En tout cas, il ne faut surtout pas que ce le soit. Quelle est votre ambition pour Canal+ Suisse en tant que distributeur d'offres de télévision? On a beaucoup parlé de la création de contenu, et vous avez développé ce service avec Salt. Qu'en est-il aujourd'hui? On a profondément renforcé nos partenariats avec tous les opérateurs télécoms. Aujourd'hui, on est essentiellement présent en Suisse romande, avec des offres francophones, et on regarde de manière très attentive ce qu'on pourrait faire en Suisse allemande. Dans le groupe, on est présent dans plus de 40 pays. On est présent en Autriche, un petit peu en Allemagne. En Autriche, Canal vient de lancer un partenariat avec l'opérateur télécom A1. Donc ça fait partie des sujets qu'on regarde, parce qu'avoir une présence nationale est toujours beaucoup plus importante quand vous avez des discussions avec des opérateurs qui sont nationaux. Y a-t-il des acteurs suisses ou européens qui vous inspirent? Canal et Sky, c'est les deux acteurs européens qu'il faut regarder de près parce qu'on est sur des thématiques, sur des territoires généralement différents, mais sur des thématiques similaires. Donc ces deux acteurs sont les deux acteurs que je regarde précisément. Merci beaucoup, Prise de Main, pour ce partage d'expérience. Sans plus attendre, les questions flash. Le don de la nature que vous voudriez avoir? J'aurais adoré parler suisse allemand. Ça semble accessible quand même, ça va. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? L'humour et la sincérité. Une personnalité suisse? Roger Federer. Une personnalité française? Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone. La série qu'il ne faut rater sous aucun prétexte? Le Bureau des légendes. Votre film préféré? C'est arrivé près de chez vous. Canal+ en un mot? Renaissance. Qu'y a-t-il dans votre playlist, Prise de Main? Alors ma playlist, elle est assez vaste parce qu'elle va de Mozart à Scapé, c'est du ska espagnol légèrement révolutionnaire, puis ça passe aussi par de la country avec Charlie McCoy ou Springsteen et Lady Gaga. Écoutons un extrait de Mozart alors. Merci d'avoir accepté notre invitation au Booster Studio. Au fait, qu'allez-vous faire après cette interview? Rentrer à Lausanne et me préparer, si tout va bien, à faire Chamonix-Zermatt la semaine prochaine. Nous espérons que vous avez apprécié ce quart d'heure Booster autant que nous. On se retrouve dans un prochain épisode avec notre nouvelle invitée, Marie Vaté, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. D'ici là, rendez-vous au Booster et à bientôt.